RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. Des souris et des hommes avec Jean Pouly cette semaine. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Lyon accueillait cette semaine la 3e édition du SIDO, c'est le salon de l'Internet des objets. C'est à la Cité internationale. C'est du coup l'occasion pour nous de nous intéresser à Internet quand il l'anime des objets. Tout à fait, c'était aussi une belle occasion pour moi d'aller faire un tour justement au milieu de ces innovations les plus surprenantes, d'une tendance forte dans le monde numérique, celle de mettre de l'interconnexion et de l'intelligence, et oui, au cœur d'une multitude d'objets pour imaginer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services, avec bien sûr l'idée d'améliorer en permanence le confort de l'être humain. C'est quoi très concrètement l'Internet des objets ? Alors Internet, rappelons-le Lucie, est d'abord un protocole de communication entre machines, alors plus précisément entre ordinateurs qui sont connectés et qui échangent des informations. Alors depuis 20 ans, c'est essentiellement sur des ordinateurs, des smartphones, puis des tablettes qu'Internet s'est développé. Mais aujourd'hui, un nouveau champ de communication s'ouvre à Internet, celui presque illimité des objets. On peut dire que l'Internet des objets désigne la capacité à faire dialoguer des univers réels, c'est-à-dire des objets, et des univers numériques, c'est-à-dire des données émises par ces objets, qui sont ensuite traités et analysés. Et comment ça marche ? Alors, contrairement à l'Internet des ordinateurs, qui échangent des données essentiellement stockées sur les ordinateurs, l'Internet des objets doit d'abord produire des données à partir de l'objet. Et cela se fait généralement par des capteurs. Prenons un exemple. J'équipe un ski d'un capteur qui va pouvoir collecter et émettre des données sur la vitesse, la prise d'angle du ski ou la température de la neige par des ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Ces données vont ensuite être traitées automatiquement à distance par un logiciel qui va délivrer un service d'analyse permettant, par exemple, d'améliorer les performances du skieur, de comprendre ses défauts de position, par exemple. Cela peut concerner tout autre domaine, comme par exemple le sommeil, avec la captation des mouvements pendant la nuit, pour analyser les différentes phases de notre sommeil et nous donner des conseils sur l'heure optimale du coucher. À chaque fois, on associe un capteur, un traitement logiciel et la fourniture d'un nouveau service. Et ces exemples sont duplicables de façon quasi infinie. Est-ce que cette révolution des objets connectés touche tous les secteurs ou il y a des secteurs particuliers ? Alors, je viens de prendre l'exemple des loisirs avec, par exemple, le sport qui concentre beaucoup d'applications dans les objets connectés. Parce qu'on parle de performance et il y a dans le sport beaucoup d'éléments à capter, à mesurer, à évaluer. Alors, ça peut être un peu perçu comme des gadgets, mais pour les passionnés, ce sont de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Alors à côté des loisirs, il y a tout ce qui concerne en fait la maison, avec ce qu'on appelle la domotique. Alors les capteurs et autres boîtiers connectés permettent de capter et de mesurer par exemple la qualité de l'air de la maison pour savoir quand il faut aérer une pièce. Certains robots connectés assurent même une filtration de l'air. Et on peut ainsi régler automatiquement le chauffage, surveiller les pièces de sa maison ou encore ouvrir ses portes avec son smartphone. Mais ça va au-delà de l'univers domestique et des loisirs, non ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut citer de grands autres secteurs dans lesquels un champ immense d'innovation est en cours. La production industrielle, tout d'abord, qui intègre des objets connectés sur la chaîne de production pour optimiser cette dernière, justement. L'objectif est d'insérer un ensemble de capteurs pour permettre d'automatiser encore plus les chaînes de production. Cette révolution de l'usine connectée se conjugue avec l'intégration de la réalité virtuelle, des drones et de l'impression additive, vous savez, l'impression 3D. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'industrie du futur, mais qui en réalité est déjà bien présente. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la ville intelligente ou Smart City, qui incorpore en fait des capteurs un peu partout dans les bâtiments, les rues, les adductions d'eau ou d'énergie, dans un souci permanent de mesure et d'optimisation des flux. Est-ce que les objets connectés peuvent aussi toucher l'être humain lui-même ? Eh oui. Parce qu'il y a deux grands domaines qui concernent les objets connectés, ce sont la santé et le corps. Par exemple, avec une montre connectée qui mesure le taux de glucose avec des microcapteurs qui sont reliés à la peau et qui permet de prévenir les diabétiques du moment idéal pour leur prise d'insuline. De plus en plus d'objets connectés, ou wearables en anglais, permettent de mesurer et de quantifier notre santé pour l'améliorer. C'est ce qu'on appelle le Quantify Self, la quantification de soi-même, tout un programme. Alors on a vu là les aspects positifs. Est-ce qu'il y a des limites à cette interconnexion intelligente des objets ? Et oui, comme toujours, il faut d'abord noter que l'euphorie créative actuelle autour de ces objets connectés masque le fait qu'une grande partie de ces objets disparaîtront sans doute,
faute d'usage réellement pertinent et donc de modèle économique. Parce qu'on est en pleine phase d'innovation, mais dans le domaine technologique, il existe une sorte de sélection darwinienne, si je puis dire, qui repose sur la logique de l'usage. Et il me semble aussi que la maturité des technologies n'est pas encore vraiment là et que ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, comme on dit, n'est pas encore assez fluide. Alors d'autres obstacles existent, comme la sécurité de ces objets, leur maintenance, même leur fiabilité, mais je suis plutôt sûr que les plus pertinents trouveront des solutions. Alors, quelle perspective si on regarde sur le long terme ? Alors, de nombreux spécialistes pensent que le développement de ces objets connectés n'est qu'une étape vers un monde numérique en fait plus fluide, plus ambiant et moins oppressant. Nous sommes sans doute dans une phase de transition entre la première étape de la connectivité, symbolisée par les ordinateurs et les smartphones, qui nous servent de relais à l'interconnexion, et une autre phase qui va voir l'intégration progressive de la connectivité et de l'intelligence artificielle dans les objets de façon miniaturisée et invisible. Cette nouvelle phase va sans doute permettre l'émergence d'une multitude de nouveaux services, de nouveaux usages qui vont progressivement rentrer dans notre quotidien sans que cela ne soit pesant pour nous. Une révolution à suivre de près. On suivra ça avec vous, bien sûr, Jean Pouly. Merci beaucoup. On vous réécoute en ligne. C'est sur rcf.fr, rubrique des souris et des hommes. Merci, à bientôt.